naissance. En ce dimanche du Super Bowl 2003, Washington est en proie aux affres d'avant-match. Journaux et émissions de télévision font leur chou gras de la guerre en Irak. Le président des États-Unis peaufine son discours sur l'état de l'Union. Et on évoque le problème de la Corée du Nord. Mais en banlieue, au même moment, au cœur de ce bâtiment placé sous haute sécurité, on s'attaque à une crise d'un tout autre genre. On a remarqué un nombre croissant d'attaques bien particulières. Internet est paralysé dans certaines régions d'Asie. Ça venait d'un nombre d'adresses énorme, d'endroits différents. Un virus avance à grands pas. Les trois quarts de nos clients faisaient l'objet d'attaques de la part de ce ver. Il essayait d'infecter des milliers de systèmes très rapidement en consommant de la bande passante, mais aussi les canaux de communication entre les ordinateurs reliés à Internet. Ce virus est baptisé Slammer. Et à l'aube, il monopolise toute l'attention de la Maison-Blanche. 15 minutes avant qu'on ait pu avertir quiconque de cette attaque, quelques 300 000 serveurs ont été infectés. Mais en plus, Slammer infectait les services téléphoniques d'urgence, les distributeurs automatiques de billets, les systèmes de réservation de grandes compagnies aériennes. Presque tous les réseaux que nous surveillons sont attaqués, sondés et visés chaque jour. Internet est un environnement hostile. Ce fameux week-end, les créateurs de Slammer passent entre les mailles du filet. Jusqu'à présent, dans un conflit, on comptait le nombre de bombardiers et de chars d'assaut de l'ennemi. Mais dans le cadre de la guerre informatique, vous ne pouvez savoir si votre ennemi a des armes efficaces que le jour où il s'en sert. Des soldats d'un genre nouveau s'aventurent sur ce champ de bataille virtuel. Bienvenue dans la guerre sur le web. Le Washington Post, puis-je vous aider? L'inspecteur Chris Song de la police de Mountain View en Californie enquête sur une surveillance louche à l'encontre des ordinateurs de la Silicon Valley. La police de la Silicon Valley, comme vous vous en doutez, dispose d'un service tout à fait à part, celui de la protection contre la cybercriminalité. Son responsable était alors l'inspecteur Chris Song. Mon supérieur m'a informé que le responsable du site internet de la ville avait repéré des visiteurs curieux sur le site. C'était moins d'un mois après le 11 septembre. L'inspecteur Song commence son enquête auprès de Laura Wigged. Je suis la coordinatrice du site de Mountain View. Je m'occupe de son contenu. L'inspecteur Song a décelé une répétition d'intrusions informatiques qui s'intéressaient aux barrages, aux numéros de téléphone d'urgence et aux systèmes électriques. Je me suis toujours intéressée aux pays étrangers, et tout particulièrement à la culture du Moyen-Orient. Nous n'avions aucun visiteur de ces pays jusqu'à l'été 2001, et la première fois qu'ils sont apparus sur les rapports, j'en ai vraiment été ravie. Je trouvais ça bien qu'ils surfent sur notre site. Je me demandais ce qu'ils y cherchaient, mais j'étais enchantée. Mais l'enthousiasme est de courte durée. Après le 11 septembre, ces visites apparemment anodines prennent un sens bien différent. Il s'agit de sondes venant d'Arabie Saoudite, du Pakistan, d'Indonésie, qui s'intéressent par exemple à la jonction de deux oléoducs et au système de contrôle numérique qui assure le fonctionnement de cette installation. Après le 11 septembre, bien sûr, au sein des forces de police, le mot d'ordre était de ne pas écarter le moindre élément. Ça ressemble à une étape
dans une opération de surveillance qui serait dirigée à distance par Al-Qaïda ou des groupes terroristes. Certaines sondes laisseraient envisager des attentats conventionnels. Le FBI a mené une enquête plus large et découvert, d'après un rapport d'évaluation classé secret, qu'il existait un schéma plus vaste d'intrusion qu'on m'a décrit comme une étude des appareils de contrôle numérique. Des individus essayaient d'apprendre comment fonctionnaient les réseaux, comment ils étaient protégés, et, s'il fallait n'en cibler que quelques-uns, lesquels occasionneraient le plus de dégâts. C'est quelque chose qui fait peur. Les indices de l'inspecteur Song sont envoyés au FBI où le chef de l'unité de protection des infrastructures déclare qu'ils s'inscrivent dans un schéma à la fois récent et familier. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est la perspective d'attentats contre des infrastructures américaines combinée à une attaque informatique qui perturberait notre capacité à contacter les services d'urgence, qui perturberait aussi notre réseau d'alimentation électrique, ce qui, là encore, empêcherait ces mêmes services de secours d'intervenir. Ce sont des possibilités bien réelles et elles m'empêchent de dormir. Au même moment, un courriel circule sur Internet. Inquiets, des scientifiques qui travaillent dans des universités, des groupes d'études et divers projets gouvernementaux ultra secrets signent une lettre adressée au président des États-Unis. Monsieur le Président, notre nation risque fortement de subir une cyberattaque qui détruira le psychisme et l'économie plus largement que ne l'ont fait les attentats du 11 septembre. Inquiets, nous, scientifiques, faisons appel à votre aide et vous offrons la nôtre. Le 11 septembre nous a appris que notre adversaire sait très bien utiliser notre infrastructure contre nous. Nous avons décidé d'informer nos dirigeants en leur faisant part des réflexions des meilleurs scientifiques qui disent « Attention, c'est un problème grave ». Les infrastructures sensibles des États-Unis, l'alimentation électrique, les finances, les télécommunications, les soins médicaux, les transports, l'adduction d'eau, la défense et Internet sont très vulnérables à une attaque venant du cyberespace. Une action d'atténuation rapide et déterminée est nécessaire pour éviter une catastrophe nationale. Finalement, 54 scientifiques, anciens responsables nationaux et membres des services de renseignement ont co-signé cette lettre, dont le but était de dénoncer ce problème. Cette lettre est envoyée le 27 février 2002 à la Maison-Blanche. Elle arrive au bureau de la sécurité du cyberespace, dans les mains de l'un des meilleurs spécialistes de gestion de crise du gouvernement. La lettre de ces experts était un peu plus réaliste que les autres arguments que le gouvernement avait entendus. Il s'agissait du message suivant. Notre sécurité et notre économie nationale dépendent d'Internet et nous savons qu'Internet n'est pas sûr. Donc, le gouvernement doit agir. Et Richard Clarke sait comment le faire agir. Il faut dire que depuis une trentaine d'années, il a été dans l'ombre d'une demi-douzaine d'administrations. Ce qui démarque Richard Clarke, c'est son efficacité au niveau bureaucratique. Il écrase toute opposition, ce qui est rare au sein du gouvernement américain. Et ce qui est encore plus rare, c'est de durer aussi longtemps et de remporter autant de combats. Malgré tout, au milieu des années 90, il perd une grande bataille. Alors responsable de l'antiterrorisme au Conseil national de sécurité américain, il est incapable de convaincre les hautes sphères du danger que représente un obscur ressortissant saoudien, du nom d'Oussama Ben Laden. Au lendemain du 11 septembre, alors que la plupart des services de renseignement recherchent des cellules d'Al-Qaïda, Richard Clarke décide de surveiller une menace nouvelle, les attaques venant du cyberespace. La première chose que j'ai dite à mon équipe a été « Je veux aller voir Internet ». Ça a beaucoup fait ricaner et on m'a répondu « Dick, c'est virtuel, c'est le cyberespace, on ne peut pas le voir ». J'ai dit « Non, je crois qu'on peut et je veux le dénicher ». Nous avons donc effectué plusieurs voyages de recherche et nous avons trouvé Internet. Nous l'avons trouvé à Wall Street, 2 mètres sous le trottoir, relié à la bourse. Nous l'avons trouvé sur les côtes du New Jersey, relié à l'Europe. Nous avons trouvé son cœur dans divers centres d'exploitation du réseau. Les centres des entreprises qui font Internet et assurent son fonctionnement. Internet existe concrètement
et il possède des points d'accès clés. Richard Clark commence par tester la sécurité de divers centres régionaux. Il discute avec des vigiles et franchit les barrières de sécurité. J'ai souvent réussi, au début, à pénétrer assez loin dans ces bâtiments et dans la salle de contrôle de ces centres régionaux, sans aucune difficulté. Du coup, j'ai su qu'on avait un problème. Aux États-Unis, il existe 2 centres d'exploitation du réseau qu'on peut frapper électroniquement et un qu'on peut frapper physiquement avec un camion piégé. Si vous frappez ces 3 points, vous détruisez les communications aux États-Unis pendant une durée significative. Cet homme est un des mercenaires de la guerre sur le web, un pirate haut de gamme. Il est réputé dans le milieu très fermé des espions informatiques, à la NSA, au ministère de la Défense et à la CIA, puisqu'il est de leur côté. Comme il travaille dans le plus grand secret et qu'il tient à conserver son anonymat, nous avons dissimulé son visage et sa voix. Si vous discutez avec quelqu'un qui travaille dans un de ces centres d'exploitation ou qui travaille dans les services de sécurité pour les télécommunications, vous verrez qu'ils savent déjà où sont les cibles et qu'ils connaissent déjà les problèmes dont ils souffrent. Mais si ces endroits sont vulnérables à des attaques physiques, c'est à l'intérieur du système nerveux de la toile Internet, dissimulé dans des données codées, que les pirates de tout poil mènent leur guerre invisible. Du point de vue d'un terroriste, les États-Unis sont une cible ouverte. On peut y frapper presque tout ce qu'on veut d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas de la vantardise, mais un moyen de faire peur. La guerre informatique est comme le brouillard dans le poème Fog de Carl Sandburg. Elle arrive à pas feutrer. C'est son avantage principal. Quand on veut en savoir plus sur la guerre informatique, on finit immanquablement par tomber sur John Arquilla. Dans le monde des menaces émanant du cyberespace, on n'a pas encore eu droit à ce que certains appellent un Pearl Harbor électronique. Je crois que ça tient en partie à l'efficacité de notre système de défense. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas attaqué. Des dizaines de milliers d'agressions sont perpétrées chaque semaine contre le département de la Défense. John Arquilla a travaillé pour la société Rand. Il a été un des premiers cybersoldats de Tempête du désert, puis le département de la Défense l'a envoyé au Kosovo. À l'instar de Richard Clark, il est un des rouages essentiels de toute administration. Au cours de ma carrière en dents de scie, j'ai toujours eu la chance de me projeter quelques années en avant. Ça m'a été utile pour anticiper certaines menaces, mais ça a aussi provoqué une bonne dose de friction sociale. John Arquilla a été muté en Californie, à l'école navale de Monterey, mais il connaît les menaces qui pèsent sur le réseau électrique, l'adduction d'eau ou le contrôle aérien. Les codes malveillants, les sondes et les pings ou autres techniques de piratage n'ont pas de secret pour lui. Quant aux ordinateurs zombies, appelés aussi haute secondaire, il en est l'un des spécialistes. Nous surveillons des individus qui développent des techniques de piratage très différentes les unes des autres. Certaines consistent à relier plusieurs ordinateurs à travers le monde. Certains pirates contrôlent des centaines, voire des milliers de zombies. Le zombie est revenu à la vie à l'ère des autoroutes de l'information. Le pirate peut tous les relier pour créer une puissance informatique qui dépasse l'imagination. Je pourrais m'emparer de dizaines de milliers de systèmes, par exemple à Taïwan, et grâce au haut débit, les utiliser contre telle ou telle nation. Mais ça ne voudra pas dire que l'attaque vient de Taïwan. Le problème des Américains vis-à-vis des attentats, comme l'affaire de l'anthrax, dont on ignore toujours l'origine, on le retrouve dans les attaques informatiques. Si vous faites votre travail correctement, vous ne laissez aucune trace et on ne peut pas remonter jusqu'à vous. À la Maison-Blanche, Richard Clark a entendu parler des zombies à ses dépens. Code Rouge a été le nom donné à une attaque informatique qui a eu lieu en juillet 2001. Pendant cette journée, nous avons constaté que plus de 300 000 ordinateurs à travers les États-Unis avaient été touchés. Quelqu'un avait eu accès à ces ordinateurs et y avait implanté un logiciel.
La Maison-Blanche contacte aussitôt son fournisseur d'accès. Sur le coup de 16 heures, cette société, lors d'une téléconférence, m'a dit « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on sait ce qui va se passer. À 20 heures ce soir, des centaines de milliers d'ordinateurs vont envoyer simultanément des données vers un seul site. La mauvaise nouvelle, c'est que le site visé, c'est le vôtre, la Maison-Blanche. » Si l'agression fonctionne, en quelques nanosecondes, des centaines de milliers d'impulsions transmises par autant d'ordinateurs vont submerger Internet. Chaque seconde, des centaines de milliers d'ordinateurs vont envoyer des impulsions via Internet. Et ces messages vont circuler par tous les canaux possibles en direction d'un seul serveur. Richard Clark et les fournisseurs d'accès américains mettent au point un plan pour bloquer cet afflux. Puis, ils retiennent leur souffle. À 20 heures, des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier ont commencé à envoyer des sondes vers la Maison-Blanche. Mais elles sont toutes mortes en arrivant sur Internet. L'ampleur de cette attaque a pris beaucoup de gens par surprise. Code Rouge a démontré qu'une attaque efficace du site Sécurité Info pouvait ralentir l'Internet de manière significative. L'étape suivante consistait à conclure qu'une telle attaque pouvait terrasser l'Internet pendant un certain temps. Au moment où l'Amérique se remet difficilement du 11 septembre, les zombies se déchaînent à nouveau. Un nouveau verre a frappé Internet aujourd'hui, obligeant les services de sécurité à faire des pieds et des mains pour protéger leur système. Parmi les cibles du jour, Wall Street. Ce verre, appelé W32 Nimda, a paralysé des sites. J'étais plongé jusqu'au cou dans les opérations de l'après-11 septembre au poste de commandant du siège du FBI. Et là-dessus, le virus Nimda a frappé. Le virus Nimda a fait des ravages dans tout le secteur financier américain, une semaine seulement après les attentats du 11 septembre. À lui seul, ce virus a coûté environ 3 milliards de dollars à l'économie américaine. Et si les attentats du World Trade Center n'avaient pas eu lieu la semaine précédente, cette histoire aurait fait la une. Il a proliféré dans le monde entier à une vitesse bien plus rapide que celle de Code Rouge. Il a ébranlé Internet en faisant pour plusieurs milliards de dollars de dégâts. Et nous ignorons toujours qui l'a lancé. Arrêter les auteurs de Code Rouge, de Nimda ou des autres virus s'est avéré impossible. Le délai pour remonter un individu est une affaire de secondes, de minutes ou d'heures après le piratage. Pas de mois ou d'années. La piste est alors beaucoup trop froide. Aujourd'hui, la toile s'étend presque partout et le monde regorge de cachettes. Richard Clark et d'autres experts sont parvenus à la conclusion que les événements comme Slammer, Code Rouge et Nimda n'étaient pas des agressions à part entière, mais des expériences effectuées par un ou plusieurs ennemis en quête des points faibles du système. Le nombre de sondes que nous repérons augmente de façon significative. À l'évidence, beaucoup d'individus font de la reconnaissance et ils ne veulent pas être vus car ce ne sont pas des pirates habituels. Et qui sont-ils ? Je pense que ce sont des adversaires qui font de la reconnaissance et qui ne veulent pas être repérés comme tels. Dans quel but ? Pour préparer des attaques, pour prélever des renseignements dans nos systèmes, pour comprendre nos points faibles. C'est pour ça qu'on explore et qu'on scanne des réseaux. C'est dans ce bâtiment que se trouvent les ordinateurs militaires ultra performants que les cyberterroristes ennemis veulent investir. John Emery était le numéro 2 du Pentagone sous Bill Clinton. À l'époque, ce qui m'a surpris, c'est la façon dont on s'était entouré de cette nouvelle technologie puissante sans s'occuper de la sécurité. Il n'y avait aucune procédure de sécurité pour gérer la connexion des utilisateurs sur l'Internet. On a laissé des milliers de portes ouvertes, et comme il fallait s'y attendre dans un environnement de ce genre, il y avait un nombre incalculable d'occasions de commettre des méfaits. John Emery veut savoir précisément à quel point les ordinateurs du département de la Défense sont vulnérables.
Aussi, en 1997, commence un exercice, nom de code, Eligible Receiver. Avec l'autorisation du Pentagone, nous avons créé une petite équipe de pirates. Elle n'a utilisé que des outils de piratage téléchargeables sur Internet. Et elle a attaqué le système informatique du Pentagone. Eligible Receiver a vraiment démontré qu'on ne se méfiait pas assez de l'infoguerre. Lors des 3 premiers jours de l'exercice, le département de la Défense ne croyait même pas qu'il faisait l'objet d'une attaque. Les pirates ont pris le contrôle des systèmes du Pentagone et du Centre national de commandement militaire. Si vous obtenez le contrôle en tant que super utilisateur, vous pouvez accéder au réseau. La protection parfaite, c'est ce qu'on recherche, même si on ne peut jamais l'atteindre. Certains détails entourant Eligible Receiver ne peuvent toujours pas être divulgués. Mais une chose est sûre, le Pentagone en tremble encore. Eligible Receiver est une opération classée top secret dont je ne peux pas parler. Tout ce que je peux dire à ceux qui prétendent qu'il n'y a aucune preuve de la gravité de la menace informatique, c'est que pour moi, Eligible Receiver a apporté une preuve convaincante de la nature de la menace à laquelle nous avons affaire. Le Pentagone donne l'ordre d'installer de nouveaux systèmes de détection. Pourtant, il ne faut guère attendre pour que le département de la Défense fasse à nouveau l'objet d'une agression. Cette fois, il ne s'agit plus d'un exercice et elle reçoit le nom de code Moonlight Maze. Tout ce que je peux dire de Moonlight Maze, c'est que ce nom de code fait référence à une enquête menée par le FBI. Comment le FBI y était-il impliqué ? Je ne ferai pas de commentaires. Les grandes lignes sont les suivantes. Le Pentagone découvre accidentellement qu'il fait l'objet d'une campagne de cyberespionnage qui dure depuis près de 2 ans. Commence alors un jeu du chat et de la souris. Au fur et à mesure que nous installions de nouvelles défenses sur ces réseaux, leur capacité d'attaque augmentait. Nous avons découvert que l'agresseur apprenait au fil de sa progression. Il ou elle s'améliorait au fur et à mesure qu'on s'améliorait pour le débusquer. C'était inquiétant. Ça voulait dire qu'il ou elle disposait d'un système de surveillance qui nous observait pendant que nous l'observions, lui. On avait donc affaire à un adversaire très compétent. Des sources haut placées dont nous ne pouvons révéler l'identité nous en ont dit un peu plus. Les envahisseurs fouinaient constamment dans des dizaines de milliers de fichiers, ceux des plans d'installation militaire, d'implantation des troupes ou de matériel militaire. Ils ont récupéré des grandes quantités de renseignements, mais il n'y avait en fait aucune logique apparente dans les prélèvements de ces informations. Le ministère de la Défense remonte vers l'origine de l'invasion, à savoir un énorme ordinateur situé en ex-URSS. L'enquête étant toujours en cours, je ne peux pas dire de qui il s'agit ou de qui il ne s'agit pas. Nous ne savons pas de qui il s'agit. Nous savons d'où provient l'attaque, mais nous ignorons si on a affaire à l'origine réelle de l'attaque. Ce n'est peut-être qu'une façade. Cette affaire met en lumière la difficulté à identifier l'utilisateur définitif. Par exemple, on est remonté jusqu'à des systèmes informatiques se trouvant à Moscou. Mais ça ne signifie pas forcément que ce sont des Russes qui ont fait le coup. Il peut s'agir de n'importe qui opérant de n'importe où et qui a mené une attaque par rebond via un ordinateur en Russie. Ou il peut s'agir des Russes. Des milliers de tentatives d'infiltration sont détectées chaque jour dans le réseau du ministère de la Défense. Mais c'est celles qu'on ne repère pas qui sont les plus sophistiquées.
D'où la question suivante. Lors d'une prochaine guerre, d'une prochaine période de tension, d'une prochaine crise, risquons-nous de nous réveiller un matin en découvrant que des ravages ont été commis dans notre système ferroviaire, dans notre réseau d'alimentation électrique, dans notre système bancaire, dans notre appareil militaire et logistique, et tout cela du fait de virus ou de bombes informatiques qui auront été implantés à l'avance et à notre insu dans nos infrastructures. Beaucoup sont convaincus que l'utilisation d'Internet pour sonder et cartographier les infrastructures des États-Unis touche à sa fin. Ils redoutent que des ennemis, et surtout un en particulier, se préparent à passer à l'action. Je les surveille depuis un moment. Ils sont très doués pour tout ce qui est blanchiment d'argent et sécurisation des communications. Les sous-estimer, à un moment ou un autre, serait suicidaire. Eux, ce sont les membres d'Al-Qaïda. À la suite de la guerre d'Afghanistan, Richard Clark et d'autres experts surveillent les ordinateurs de l'organisation terroriste. Je pense que l'étendue de leur champ d'intérêt dans le domaine des attaques par ordinateur nous a surpris. Je parle des documents que nous avons découverts et des renseignements obtenus auprès des gens que nous détenons. Ce que nous avons découvert dans les ordinateurs d'Al-Qaïda, c'est que des membres de ce réseau faisaient de la reconnaissance sur nos infrastructures sensibles depuis l'étranger. Le gouvernement a revu sa position. La CIA avait d'abord déclaré qu'Al-Qaïda était loin d'avoir la capacité nécessaire pour infliger de gros dégâts dans le cadre de l'infoguerre. Puis dans une de ses circulaires sur le renseignement, on pouvait lire plus récemment « Il semblerait qu'Al-Qaïda ait des capacités supérieures et que ce réseau est plus déterminé à agir que nous le pensions ». Le réseau Al-Qaïda a inscrit certains de ses membres à des cours d'informatique simplement dans le but d'obtenir des connaissances pour ensuite les utiliser pour perpétrer des attaques. Certains redoutent, si Al-Qaïda a effectivement acquis ces connaissances, de voir l'organisation terroriste lancer une attaque dévastatrice contre une des infrastructures les plus vulnérables des États-Unis, le réseau électrique. Il s'avère que pas plus de 5 ou 6 logiciels sont utilisés à travers le monde entier pour gérer les réseaux électriques, les oléoducs, les barrages et ce type d'installation. Ce sont des systèmes de commande numériques informatisés qu'on appelle des SCADA, applications de pilotage et de contrôle des systèmes industriels. Dans une entreprise énergétique, presque plus personne n'appuie sur un bouton. Tout se fait grâce à une petite boîte noire, un système SCADA, qui parle à d'autres petites boîtes noires, souvent par le biais d'Internet. Les systèmes SCADA sont vraiment les portails du cybermonde sur notre univers en 3D. Ils permettent au cyberespace de savoir ce que nous faisons, de capter la température, les mouvements, les positions, et ils permettent au cyberespace de contrôler des choses dans notre monde en 3D. Actionner un moteur, fermer un interrupteur ou allumer un radiateur. Les prisonniers ont déclaré qu'Al-Qaïda avait l'intention d'utiliser ces outils. Des appareils numériques sont utilisés par millions et constituent le cerveau de l'infrastructure sensible de l'Amérique. Tout à coup, quelqu'un qui arrive du Pakistan par l'Internet grâce à une brèche dans votre sécurité informatique se retrouve en position de contrôler ces boîtes noires. C'est ça la menace. Il fut un temps où le système SCADA était seul dans les usines et les centrales. Mais c'est une époque révolue. Aujourd'hui, il est relié à Internet. Des secteurs industriels entiers sont ainsi connectés entre eux. Si c'est bon pour les affaires, c'est aussi une aubaine pour les cyberterroristes. Je le compare volontiers au thermostat chez moi. Mon thermostat est protégé parce que je ferme ma porte d'entrée à clé. Personne ne peut venir modifier la température. Si j'ajoute un appareil sans fil à mon thermostat, je peux le gérer depuis mon ordinateur, monter la température depuis mon bureau pour qu'il fasse bon au moment où je vais rentrer chez moi. Savoir tous les mois quelles sont les variations de température de mon domicile. Malheureusement, comme c'est du sans fil, n'importe qui peut s'installer à côté de ma maison dans une voiture, avec un ordinateur portable, et couper le chauffage à 4 heures du matin, en plein hiver.
Aux laboratoires nationaux de Sandia, au Nouveau-Mexique, on étudie la vulnérabilité du réseau d'alimentation électrique américain. Récemment, on a organisé plusieurs exercices d'attaque contre les systèmes SCADA qui contrôlent les entreprises du secteur énergétique, y compris la propre station solaire des laboratoires. Quand on s'attaque à un fournisseur d'électricité qui alimente l'infrastructure sensible, on pénètre systématiquement son système. Lors d'une attaque contre un système SCADA, l'opérateur voit uniquement ce que l'agresseur veut bien lui montrer, en fonction du scénario et de la sécurité du système. L'opérateur verra peut-être une indication erronée concernant l'état de l'infrastructure, ce qui va l'inciter à prendre des mesures injustifiées. Du coup, c'est l'opérateur et non l'agresseur qui endommagera l'infrastructure. L'agresseur a mis en place un scénario d'attaque qui a perturbé l'affichage sur l'écran de l'opérateur. Quand on modifie un paramètre sur un générateur, on en perturbe un deuxième. L'opérateur est alors déstabilisé et ça peut avoir pour conséquence d'endommager une infrastructure. Lors de l'attaque de la structure informatique de notre station solaire, nous avons utilisé une technique courante. Une fois dans le système informatique, nous avons eu accès à toutes les commandes de contrôle utilisées par un opérateur et nous avons fait se déplacer tous les miroirs pour qu'ils se promènent sur la façade du bâtiment d'où on gère la station. L'équipe aurait pu rédiger un scénario qui aurait eu d'autres effets sur les miroirs, comme les tourner dans la mauvaise direction ou endommager l'installation. Pouvez-vous, à plusieurs, détruire tout le réseau électrique nord-américain? Tout le réseau, je ne sais pas. Mais des parties importantes, pendant des durées prolongées, oui. On entre dans le système SCADA, qui fonctionne sous un système d'exploitation Microsoft, en moins de 2 minutes. Pouvez-vous détruire le réseau électrique des États-Unis? L'équipe a mis en évidence plusieurs points faibles. Les effets de ces systèmes contre une infrastructure sensible dépendent du scénario et de l'agresseur. Nous procédons à ces exercices dans le but d'améliorer les systèmes, afin qu'ils ne puissent plus être détruits à l'avenir pour qu'un Pearl Harbor électronique ne les affecte pas. Pourriez-vous le faire? Je ne répondrai pas à la question. Même si les entreprises énergétiques n'aiment pas en parler, cette menace les effraie réellement. Surtout les experts de la cybersécurité. Nous nous sommes entretenus avec l'un d'eux, Joe Weiss. Quel est le pire scénario concernant le réseau d'alimentation électrique? Le pire du pire? Un des pires serait une coupure de courant de 6 mois ou plus. Sur quelle surface? Celle que vous voulez. C'est possible? Oui. Comment? Je ne préfère pas en parler. En tant qu'expert de ces systèmes, vous croyez que c'est une possibilité? Absolument. Pourquoi est-ce que Washington n'a pas peur? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. À chaque fois qu'il revient à Washington, Richard Clark a toujours un peu plus de mal à faire de la cybersécurité une priorité nationale. Aujourd'hui, les enjeux se situant à la fois dans les sphères financières et politiques, les doutes et les questions ne manqueraient pas d'apparaître. Washington est en guerre et le champ de bataille de Richard Clark est virtuel. Au dire de certains, il est même inexistant. Un test simple pour la cybersécurité, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que Godzilla le ferait? Si la réponse est oui, c'est que le scénario n'est pas très réaliste. Quand vous finissez par vous dire qu'un gros monstre vert va faire sauter tout le réseau électrique ou celui de l'adduction d'eau, ce n'est pas très réaliste. Au Pentagone et dans les cercles militaires, les anti-Clark et les anti-guerre informatique ne manquent pas. Ces hauts gradés à la retraite comparent publiquement l'impact de la guerre sur le web à ce que certains d'entre eux appellent la guerre en chair et en os.
Les attaques venant du cyberespace supplantant les armes de destruction massive, c'est ce qu'on peut appeler une exagération grossière. Aucun individu sain d'esprit ne peut affirmer qu'une attaque de ce genre conduirait à des pertes importantes en vie humaine. Ça n'est donc en aucun cas comparable aux armes de destruction massive. Beaucoup les appellent d'ailleurs des armes de nuisance massive. Si le courant est coupé pendant quelques heures ou si quelqu'un dessine des moustaches au ministre de la Justice sur son site internet, c'est embêtant et énervant, mais ce n'est pas une arme de destruction massive. Après l'affaire des armes de destruction massive, les cyberterroristes ne sont qu'un petit pixel sur un écran. Un de ceux qui croyaient autrefois dur comme fer à leur existence est aujourd'hui revenu sur ses positions. Je pense que le cyberterrorisme est possible, en théorie. Mais je ne crois pas qu'il ressemble au 11 septembre, pas à l'heure actuelle. John Emery pense désormais que les premières intrusions des cyberterroristes ont servi de mise en garde et qu'elles ont permis d'améliorer les systèmes. Le secteur informatique a pris conscience de l'importance de la sécurité, ce qui n'était pas le cas en 1997. Donc, je ne rejette pas la possibilité d'une attaque sur le plan théorique, mais aujourd'hui, la prise de conscience concernant la sécurité est des milliers de fois plus importante que lors du déroulement de Eligible Receiver. L'argument de John Emery n'est pas isolé dans une guerre des mots de plus en plus acharnée. J'espère me tromper. J'espère que les milliers d'experts, tous ces gens compétents dans les entreprises et les universités, qui prétendent comme moi qu'il y a un problème de sécurité, se trompent. Mais chaque jour, nous constatons que nous sommes dans le vrai. Beaucoup des partisans de l'existence de la guerre informatique sont des informaticiens. Il faudrait qu'il y ait plus de militaires qui réfléchissent à ce problème, des gens dont le métier est de gagner des guerres et de défendre la nation, pas ceux dont le rôle est d'administrer des réseaux informatiques. Les pirates les plus doués sont comme les Viet Cong. Ils savent qu'ils disposent d'une période brève pendant laquelle ils vont avoir l'avantage, avant de se retirer du combat. Nous devons donc être vigilants vis-à-vis de ce genre de tactique. Il faut aussi se soucier, non pas de quelques incidents isolés s'étalant sur quelques mois ou quelques années, mais de la possibilité d'une campagne menée par des cyberterroristes au cours de laquelle plusieurs attaques se dérouleront en quelques heures ou en quelques jours seulement. Prenez par exemple le virus Nimda. Imaginez qu'il en arrive une fois par semaine pendant 3 mois. Pensez à son impact économique. Les terroristes cherchent un effet de choc. Et il est très difficile d'en obtenir un, simplement parce qu'un distributeur automatique refuse de donner des billets. La dernière fois que nous avons eu un verre, je suis allé à la banque pour retirer de l'argent au distributeur, mais je n'ai pas pu en avoir. Ça m'a dérangé, mais ça n'avait rien à voir avec un avion qui percute un gratte-ciel. Si je devais créer une organisation terroriste aujourd'hui, je m'efforcerais plutôt de provoquer des perturbations coûteuses via le cyberespace. En cas de destruction physique, je sais que je devrais faire face à des Américains en colère qui me traqueraient jusqu'au fin fond de la Terre. En revanche, si je pouvais perpétrer en secret des actions qui occasionneraient des dégâts économiques qui se chiffreraient en centaines de milliards de dollars, pourquoi je m'en priverais? Ça ferait de moi un héros aux yeux du groupe de gens que je représente. Donc, si j'étais un terroriste aujourd'hui, je songerais à la perturbation massive plutôt qu'à la destruction massive. C'est pourquoi John Arquilla étudie des moyens de se protéger contre les armes de perturbation massive, tout en aidant la marine américaine à créer une base offensive dans le cyberespace. Les Américains doivent comprendre que tandis que nous apprenons à défendre notre pays contre la guerre informatique, nous développons un potentiel offensif. On ne peut pas se défendre sans comprendre comment fonctionne l'offensive. Et ce faisant, on apprend à attaquer. Nous avons pu assister à certains exercices. Début du jeu. 5,
4, 3, 2, 1, c'est parti. Orange a tiré 5, 5, 5, 8, 4. Mauve, image claire. Orange montre une intrusion possible. Ils apprennent à travailler dans un environnement informatique hostile où la mission militaire doit se poursuivre. Noir, ici marron. Scanner furtif du réseau par sonde de détection d'intrusion. Charlie. L'ennemi tente de s'octroyer un avantage opérationnel via le réseau. C'est le principe de la guerre, prendre l'avantage par tous les moyens. Noir, ici vert. Activité inhabituelle sur le réseau. Une tête de clown est apparue. Le clown ressemble à une icône qui aurait été placée par un intrus pour masquer une partie des renseignements qui figurent sur nos écrans. Rouge, recevons l'indication qu'un F-14 a été abattu. Il y a une tête de clown sur cet endroit. Demandons assistance. Reçu. Lançons le programme Traceroute. Nous supposons que l'ennemi a eu accès à nos ordinateurs, qu'il savait ce que nous regardions sur nos écrans, à savoir les icônes indiquant les mouvements de nos troupes, et qu'il essayait de les masquer pour qu'on ne puisse pas voir ce que faisaient nos hommes, ou les siens. Noir, ici marron. Demandons autorisation d'attaquer pour retrouver la source. Accordé. L'équipe décide d'attaquer un système SCADA. Cyan ici noir, je veux une analyse sur l'attaque SCADA Bravo. Analyse affichée sur l'écran principal. SCADA est le cœur et l'âme du système. Si vous l'atteignez, vous obtenez le contrôle ou vous perturbez le contrôle de l'ennemi. Et même si vous parvenez seulement à lui faire croire que vous vous y êtes introduit, vous réduisez sa confiance en sa capacité à gérer le système. Cet exercice est un bon entraînement car les États-Unis ont lancé des attaques de ce genre lors de la première guerre du Golfe. Nous avons mené quelques opérations sur le système irakien. Tout le monde a entendu parler des bombes larguées sur des systèmes bien spécifiques, à savoir des centres de communication, des appareils qui ont perturbé l'alimentation électrique. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. John Arkilla a constaté que les offensives américaines étaient plus efficaces au Kosovo. Le Kosovo a été le terrain d'essai de certaines armes informatiques. On aborde un sujet très sensible. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que certains moyens ont été mis en œuvre pour déformer les images fournies par les systèmes intégrés de défense aérienne serbes. Bien sûr, ça a été un élément capital pour la conduite d'une campagne aérienne efficace. Puis vient l'Afghanistan. L'opération Liberté immuable comptait une petite force spécialisée dans les réseaux informatiques. Elle a permis d'atteindre les résultats visés en versant un minimum de sang et en très peu de temps. Et enfin, la deuxième guerre du Golfe. Je n'ai pas le droit de parler de la guerre en Irak. Mais lorsque je travaillais pour le commandement central, il m'a paru très clair que notre principal avantage venait de ce qu'on savait et de ce que notre adversaire ignorait. Sur le terrain, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle un système radar intégré de surveillance et d'attaque d'objectifs. Il nous a permis de savoir exactement où était l'ennemi et comment le frapper. Mais ce qui est efficace dans la guerre informatique contre un État l'est peut-être moins contre des groupes terroristes. On pense aujourd'hui qu'Al-Qaïda est en mesure d'entrer dans certaines parties de l'infrastructure sensible américaine. Mais ces terroristes disposent-ils du savoir-faire nécessaire pour manipuler ces systèmes? Certains membres des forces de l'ordre le croient. Ils en veulent pour preuve le CV d'un des lieutenants d'Oussama Ben Laden, un homme arrêté au Pakistan, Khalid Sheikh Mohammed. Je suis inquiet de constater que des individus liés à Al-Qaïda, comme Khalid Sheikh Mohammed, le responsable opérationnel du réseau, ont des connaissances techniques.
Khalid Sheikh Mohammed a étudié l'ingénierie dans une université de Caroline du Nord. Puis il a travaillé pendant quelque temps dans le Golfe Persique pour le ministère de l'eau du Qatar. On en revient au vieil adage de Confucius. La connaissance est la clé du pouvoir. Compte tenu de sa connaissance apparente de ces systèmes, et du fait qu'il les a utilisés, Khalid Sheikh Mohammed doit connaître également leurs points faibles et les moyens de les exploiter afin que ça profite à son organisation. D'après le FBI, Khalid Sheikh Mohammed a été le principal architecte des attentats du 11 septembre. Il a dit et répété aux forces de police que la prochaine grande attaque serait perpétrée par Adnan El-Shukri-Juma, qui est recherché pour être interrogé. Il s'est enfui des États-Unis en mai 2001, après avoir pris des cours dans une université de Floride et décroché un diplôme en génie informatique. Nous ne devons pas sous-estimer qui que ce soit, surtout un adversaire aussi performant qu'Al-Qaïda. Ce genre de groupe, s'il n'a pas les connaissances pour perpétrer une attaque de ce type, et s'il désire le faire, peut obtenir ce savoir auprès d'autres individus. Un ordinateur saisi dans des locaux d'Al-Qaïda contenait les plans d'un barrage. Le FBI a expliqué que cet ordinateur utilisait Microstran, un outil de pointe permettant d'analyser les structures en acier et en béton. Nous sommes à la veille de voir des attaques par ordinateur provoquer un bain de sang bien réel en endommageant des infrastructures. Pour détruire un barrage, il faut des tonnes d'explosifs, a déclaré l'adjoint du ministre de la Justice Michael Chertoff. Sa destruction depuis le cyberespace n'est pas exclue. On parle de la liaison entre les systèmes de contrôle numérique et des objets tangibles comme des vannes de barrage ou des transformateurs électriques. Maintenant, le jour est arrivé où une attaque informatique peut potentiellement infliger des dégâts physiques. Mais Richard Clark et ceux qui s'interrogent sur la cybersécurité comprennent que le gouvernement ne puisse pas s'attaquer seul à ce problème. Il y a toujours des tas de raisons pour ne pas faire quelque chose de nouveau. Par exemple, protéger les infrastructures clés des États-Unis des attaques venant du cyberespace signifie qu'il faut s'adresser au secteur privé. 85 à 90% des oléoducs, des pylônes de lignes électriques, des centres de commutation de messages et de l'Internet ne sont pas aux mains du gouvernement, mais du secteur privé. L'administration Bush a clairement expliqué à Richard Clark qu'un partenariat public-privé serait le moyen choisi pour faire face à ce problème. Mais initialement, les industriels ne pensaient pas que la guerre informatique était une menace. Ensuite, ils n'ont pas voulu croire que c'était leur problème. Et ça ne leur plaisait guère d'entendre le gouvernement leur dire de dépenser leurs propres deniers pour combler les cyberfailles. L'objectif de Richard Clark, en attirant l'attention des professionnels sur ce problème, c'était de les choquer. Et dans une certaine mesure, de leur faire honte. Il fallait qu'ils comprennent que le retour sur investissement, dans un tel cas de figure, n'a rien de tangible. Il n'apparaît qu'à très long terme. Donc, si vous investissez très peu d'argent dans la sécurité, vous méritez d'être piraté. Et si vos systèmes sont compromis, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Les boucs émissaires préférés des partisans de la cybersécurité sont tout trouvés. Ce sont les fabricants de logiciels. Ils affirment que l'ennemi a repéré les points faibles de ces produits et les a exploités, que ce soit dans les systèmes SCADA ou dans les ordinateurs professionnels et privés. Selon Richard Clark, c'est le défaut de la cuirasse. Il est absolument impardonnable que de grands éditeurs de logiciels, américains ou étrangers, continuent de commercialiser des produits de mauvaise qualité. Et quand on parle de réparer des logiciels, on pense tout de suite à Microsoft. Le géant américain dit aujourd'hui œuvrer à l'amélioration de ses produits. Le responsable de la cybersécurité, Scott Charney, s'exprime au nom de la société. Que voulez-vous qu'on fasse de plus que ce qu'on fait aujourd'hui ? On améliore la sécurité sur tous nos produits, on fabrique des logiciels sûrs de par leur conception, et on conçoit des correctifs pour les produits déjà installés.
Les grands éditeurs de logiciels ont annoncé courant 2002 qu'ils allaient s'amender, surtout Microsoft, qui dit avoir introduit de nouvelles procédures pour le contrôle qualité. Franchement, il y en avait bien besoin, car ces produits étaient de piètre qualité à l'époque, et ils ne tenaient aucun compte de la sécurité. On évoque aussi un train de mesures draconiennes pour contraindre Microsoft et consorts à s'amender, y compris en imposant la responsabilité civile. Quand des sociétés commencent à payer des amendes suite à des procès en responsabilité civile, d'où voulez-vous que vienne l'argent ? Soit vous pouvez augmenter le prix des produits, mais ça risque d'être contre-productif, car ce qu'il y a de bien avec les logiciels, c'est que leurs prix ont baissé pour que tout le monde puisse se les procurer. Soit vous prélevez l'argent sur les bénéfices, et il sort alors de la poche des investisseurs, soit vous baissez les salaires, au risque de voir vos meilleurs spécialistes de la sécurité quitter la société. Richard Clark se heurte de plus en plus souvent à ce genre d'arguments de la part des géants de l'informatique. Des arguments qui conduisent à la menace suprême, la réglementation. En cas d'attaque dévastatrice à travers le cyberespace, le Congrès imposera immédiatement une réglementation à ce secteur. Les professionnels ont donc tout intérêt à faire correctement ce travail avant, car après, une fois que l'économie américaine aura été sévèrement touchée, une réglementation leur sera imposée. La réglementation est-elle un moyen vraiment efficace d'atteindre le résultat recherché ? Dans quelle mesure va-t-elle étouffer l'innovation ? Quand vous contraignez un secteur industriel en disant « voilà ce que vous devez faire », vous freinez son évolution technologique. Donc il faudrait éviter un tel recours. La réglementation ne fait pas partie de la politique de l'administration actuelle. Elle se montre réticente à y avoir recours, ce qui se comprend. La réglementation pouvant avoir des effets très différents de ceux recherchés, il faut bien y réfléchir. En même temps, nous sommes dans une situation d'urgence. Si on ne prend pas de mesures, ça va non seulement toucher ceux qui seront attaqués, mais également toute la société. Mais certains membres de l'administration Bush n'ont pas l'intention de soutenir Richard Clark dans son combat. Il se heurte très vite à une opposition idéologique de l'OMB, le bureau du budget du président, du Conseil économique et d'autres organes du gouvernement. On ne peut pas dire au secteur privé ce qu'il doit faire. Ça ressemble trop à une gouvernance interventionniste. Ces institutions ont donc mis et mettent des limites très restrictives à ce que Richard Clark peut faire à ce niveau-là. En février 2003, une réorganisation administrative a expulsé Richard Clark de la Maison-Blanche. Son service a été rattaché au gigantesque ministère de la Sécurité intérieure, mais pas Richard Clark, qui a décidé de claquer la porte du gouvernement. L'homme qui avait vu juste à propos d'Al-Qaïda, qui pense aujourd'hui que la guerre sur le web est bien réelle et que le monde n'y est pas préparé, fera tout son possible pour tirer le signal d'alarme. Après Pearl Harbor, on a fait un boulot incroyable pour vaincre les Japonais et les nazis. Après Spoutnik, qui montrait que les Russes étaient en train de gagner la course à l'espace, on a fait un super boulot de mobilisation nationale et on est allé sur la Lune avant les Russes. Après le 11 septembre, le refuge d'Al-Qaïda en Afghanistan a disparu en quelques mois. Et aujourd'hui, on est capable de poursuivre des terroristes à travers le monde entier. Mais c'est toujours après coup. Aujourd'hui, des experts nous préviennent qu'il y a de gros risques côté réseau informatique. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, pour une fois, de résoudre le problème en amont pour éviter le désastre ? Lançons le programme Traceroute pour obtenir un rapport sur la source. En attente.